Eric, quel visage aura la démocratie au XXIe siècle? Qui se lance? Allez, Carla Hertz, c'est à vous. Merci. Est-ce que je peux le faire en anglais? Je pourrais le faire en français, mais... Ok. Ok. Je vais... Tout le monde parle anglais. Ok. Merci beaucoup. Ok. Moi, je vais me concentrer un peu... je commence en français. Vous le faites très bien aussi. Je ne sais pas. Hein. Je vais commencer en français. Si ça ne marche bien, plus, je change. Moi, je veux quand même parler un petit peu de l'obsession de mesurer. De l'obsession de mesurer tout. Par exemple, on mesure en éducation, en formatif, comment les élèves font en mathématiques, les tests, les examens, tout ça. Et ça devient une bulle de date qu'en fait, on ne comprend pas très bien. Et c'est pour cela que je voudrais me concentrer un peu sur la bulle de Big Data, qui peut quand même influencer la démocratie. Et je voudrais en parler enfin, ma spécialité, éducation et digitale. Donc c'est pour ça que je voudrais en parler dans ce contexte, parce que quand même l'éducation, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de focus sur la démocratie, ni sur les humanités, mais surtout en Angleterre et en pays anglo-américains en tout cas, le focus est surtout de plus en plus sur le STEM ou le numérique. Et les humanités, ça devient de moins en moins important dans les curricula. Et ça, pour moi, c'est quand même le plus inquiétant en ce qui concerne le futur de la démocratie, parce que je trouve que la jeunesse n'est pas suffisamment informée. Parce qu'il y a l'obsession dans l'éducation. Je peux vous arrêter, madame, parce qu'on me dit que la France mène 1-0. Ah, ok. Félicitations. Excusez-moi. Big data, très important quand même. Donc, moi, ce qui m'inquiète un peu dans l'éducation, c'est qu'on se concentre de plus en plus sur les data, mais pas suffisamment sur ce que les étudiants apprennent en humanité, en soft skills, donc l'empathie, la collaboration, travailler dans des environnements multidisciplinaires, des environnements multidisciplinaires. Et ce sont tous des ingrédients pour qu'on ait une démocratie assez forte et bien informée. Si ce n'est pas informé, ça s'écroule. Donc ça, c'est mon argument. Merci beaucoup, Carla Hertz, pour cette première intervention. Alexandre Jost, de la Fabrique... Non, Marie-Laure? Désolée, parce que comme ça, Allons-y. je réponds. Mais bonjour à tous. Et en fait, je trouve un peu l'inverse. Voilà, c'est pour ça que je me permets de prendre la parole. C'est-à-dire qu'au fond, c'est très démocratique de pouvoir tout mesurer. L'idée qu'avant on ne mesurait rien, et notamment pas l'efficacité des politiques publiques, était quand même intolérable pour les gens. Et aussi le fait que les entreprises se soient de plus en plus perfectionnées, de plus en plus internationalisées, et mesuré de plus en plus de choses, et accru leur productivité pendant que la puissance publique donnait le sentiment de ne pas faire cet effort-là. Je reprendrai juste un chiffre, hein, si la direction des impôts réduit sur 20 ans ses effectifs de 135 000 à 105 000 ou même à peine ça, en 20 ans, alors que tout s'est automatisé, que 75% des gens remplissent leurs déclarations, que demain il y aura la retenue à la source, qu'il y aura la suppression de la TH, mais dans les boîtes ça n'arrive jamais de faire ça. Heureusement qu'on mesure et heureusement qu'on se dit qu'on ne va pas mettre encore 20 ans
à réduire encore le nombre de personnes, alors qu'on sait par ailleurs qu'il faudrait plus de policiers, plus d'infirmières, plus d'enseignants, etc. Donc moi je pense qu'au contraire, c'est une très grande chance pour la démocratie de tout mesurer. Et de toute façon, si on ne veut pas y entrer, ça se fait. Moi, j'étais très amusée en m'occupant des forums d'eau féminin pendant des années. On n'avait jamais le droit de publier les notations de médecins, de pédiatres, d'écoles, etc. Mais les gens le font tout le temps. Passent leur temps à essayer de savoir si telle maîtresse est meilleure que telle autre, si tel pédiatre. Et donc, en fait, on peut essayer de mettre quelques barrières. Mais c'est fait déjà, de la même façon qu'on note les hôtels, qu'on note les restaurants, qu'on note tous les lieux. Et donc je crois qu'au contraire, il faut accepter ça, que c'est évidemment un peu douloureux, d'ailleurs que, ne vous inquiétez pas, je ne dépasserai pas mon temps, car je serai sinon notée sur Twitter immédiatement, et que c'est finalement vertueux pour peu qu'on en accepte les règles. Vous répondez, parce que c'est pas ce que vous vouliez dire, exactement. Oui. Je suis tout à fait d'accord, parce que sans mesure, on ne sait rien. Absolument. Ce que je veux dire, c'est que on a quand même une tendance d'être un peu aveugle. Et c'est ça que je veux contester, que quand on mesure, il faut mesurer les yeux ouverts, il faut mesurer vraiment en se posant des questions. Qu'est-ce qu'on mesure et pourquoi est-ce qu'on mesure? Et c'est ça que l'éducation a tendance d'oublier. Mais je suis tout à fait d'accord. Oui. Vous avez peur de la magie du chiffre, entre guillemets, qui aveugle un petit peu, oui. Qui donne un petit côté scientifique un peu fallacieux, quoi. Oui, et aussi des algorithmes qu'on construit oui. à base d'hypothèses qui ne sont pas très informées. C'est ça ce que je veux dire. Alexandre Jost, La Fabrique Spinoza. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors j'ai envie de réagir là-dessus sur le mot fallacieux. Moi je pense que l'un des plus grands dangers pour la démocratie, c'est la qualité de l'information. Alors petit rappel sur à quel point l'information est précieuse. Vous connaissez ces chiffres, mais quand même ils sont marquants. 90% des données générées sur cette planète depuis qu'elle existe l'ont été ces 2 dernières années. On parle de nouvelle économie, de la connaissance. On est passé de l'agriculture à l'industrie, au service. Maintenant, c'est la connaissance. C'est ce qui poussait un speaker en introduction de Davos en 2017 à dire que la régulation de l'information serait l'enjeu principal du XXIe siècle. L'information est en danger. C'est quand même le président de la superpuissance américaine qui est coutumier de fake news. Alors je vais en prendre quelques exemples. D'après lui, les États-Unis seraient le pays le plus taxé au monde. Alors si on regarde les impôts sur les particuliers, en fait, le Luxembourg est un pays qui paye 3 fois plus d'impôts. Il serait également le président ayant signé le plus de lois. En fait, en 1 an de mandat, il en a signé 94. C'est le moins ayant jamais été fait par tout président des États-Unis. Et le cynisme va aussi loin qu'il est, en 2017, créé le prix qu'il a appelé le Fake News Award, qu'il a décerné à certains médias. Ça a un impact sur les élections en France, les élections américaines, sur le Brexit. Et en fait, finalement, ça affecte le cœur de la démocratie, puisque le citoyen n'est plus en capacité de décider. Alors vous me direz, est-ce que ça, on le sait? Mais pour autant, un cap a été franchi. 80% des Français, d'après un sondage de l'IFOP en 2017, croient en au moins une théorie conspirationniste. Et pour exemple, 10% des Français croient quand même que la Terre n'est pas ronde. On voit aujourd'hui des caps franchis dans les fake news. On parle de deep fake. Les deepfakes, ce sont des vidéos dans lesquelles, via des modules d'intelligence artificielle trouvés sur Internet, on peut substituer son visage à celui d'une personnalité. Un journaliste du New York Times l'a fait et s'est amusé à se faire passer pour Ryan Gosling. Ces technologies, des réseaux de neurones artificiels en ligne, permettent de construire des vidéos dont on n'arrive pas à savoir si elles sont vraies ou si elles sont fausses. C'est à relier à un problème plus vaste qui est celui de la confiance. 31% des Français pensent que le mot qui caractérise le plus leur état d'esprit, c'est la méfiance. Alors la riposte, c'est le fact-checking. Et pour autant, derrière le fact-checking, cette pratique où des médias contrôlent le caractère correct et vérace des informations, on a un point alarmant qui est que en 10 ans, 1/3 des 50 acteurs de fact-checking ont disparu ou sont en situation financière extrêmement délicate. Et on voit également émerger des faux fact-checkers. Comment on fait si ceux qui vérifient les informations sont des faux?
des entreprises dans une branche bien comment dire. Bon, je vais donner le nom. Les entreprises du médicament ont créé un site qui s'appelle vrai-faux-lem.org. C'est quand même étonnant qu'un site de fact-checking sur les médicaments soit fait par l'industrie elle-même. Et un dernier exemple, c'est le site, et je tire ça, rendons hommage à César, eh bien, à la Fondapol qui a fait une très belle étude, comme la Fabrice Mesa sur le fact-checking, eh bien, le site PolitiFact, qui est un site de fact-checking américain, eh bien, détermine que les républicains seraient 3 fois plus à envoyer au monde eh bien, des news, des informations qui sont fausses que les démocrates. C'est quand même suspect en termes de gouvernance d'un fact-checkers. Alors j'aborderai plus tard, si j'ai à nouveau la parole, les solutions. Mais déjà, j'aimerais soutenir cette idée que l'information, la qualité de l'information est un enjeu majeur de la démocratie à notre époque. Michel Rousseau, Fondation Concorde, pour ce premier tour de piste, et après on a merci, bonsoir à tout le monde, et bravo pour les Français. Je voudrais simplement revenir sur l'intervention qu'avait faite dans une table ronde précédente un de nos amis qui a dit que les démocraties occidentales étaient très résistantes. Je suis totalement d'accord avec lui. Nos démocraties sont résistantes, plus que les systèmes autoritaires. Néanmoins, il faut admettre que les nouvelles technologies ont changé en profondeur la structure de nos sociétés. En particulier, elles ont déstructuré l'accès à l'emploi vers les emplois les moins sophistiqués dans les services, ce qui a eu pour conséquence un déclassement des classes moyennes. Et quand on sait que les classes moyennes sont le ciment de nos démocraties, il faut rester très vigilant. Le deuxième fait que nous constatons, c'est qu'il y a une deuxième rupture plutôt, dans l'organisation traditionnelle de nos sociétés, dans le domaine politique et électoral. En effet, dans bien des structures, les entreprises et le marché sont beaucoup plus efficaces que les structures étatiques. Et ça peut avoir des conséquences, disons, sur la répartition des pouvoirs et le respect des pouvoirs. Je dirais que ça, c'est l'aspect le plus dommageable à venir. Il y a des espérances néanmoins et des utopies. Je ne crois pas du tout que les systèmes d'information évolués qui sont autour de nous aujourd'hui vont aboutir à, disons, un renouveau démocratique. Je ne le crois pas. Je crois que là, il y a une utopie. Il n'y aura pas d'échange entre les individus suffisamment évolués pour qu'on puisse arriver à des solutions collectives. Alors, pour simplifier, je vais raccourcir mon propos et je vais constater simplement que cette transformation politique s'opérera selon deux trajectoires. Une trajectoire populiste, inévitable, parce que les classes moyennes qui ont peur et qui sont déclassées vont évidemment demander plus de protection. Et puis un renouveau démocratique possible, parfois utopiste, je l'ai dit tout à l'heure, et libertaire, via une agora digitale très dangereuse, parce qu'il peut y avoir une sécession des élites à terme. Il faudrait aller un peu plus profondément dans cette propos, mais je crois que c'est quelque chose qui va venir dans les 10 ou 20 ans. On va s'apercevoir qu'il y a, disons, une espèce de super pouvoir international basé sur les nouvelles technologies de communication. Alors, je dirais que, en fait, déjà, le déclassement, enfin, le repli des classes moyennes, c'est déjà manifesté. C'est actuellement un fait. Si on revient, par exemple, au premier tour des élections présidentielles, il y a eu 47% de gens qui sont opposés au système actuel. 47% sont dans l'opposition ferme à un système démocratique que nous essayons de conserver envers et contre tout.
le respect des pouvoirs, le respect des représentants politiques en prend aussi progressivement un petit coup, comme on dit vulgairement, parce que, je reprends un exemple qui a été donné tout à l'heure, il y a, par exemple, de la part du privé et du marché, des réussites spectaculaires qui font douter, disons, de nos institutions et de l'État. Elon Musk, par exemple, avec sa fusée qui revient, la Banque de France, qui avec 17 000 salariés et plusieurs milliards de dépenses, n'émet plus de monnaie depuis 2000, alors que quelques dizaines de personnes créent des crypto-monnaies en l'espace de quelques semaines. Et puis on pourrait parler aussi de France Télévisions, qui avec 17 000 salariés, a du mal, disons, à nous transmettre les images de la Coupe du Monde. Merci. N'en parlez pas trop. Merci Michel Rousseau. Moi j'ai 2 questions, après répond qui veut, et tout le monde n'aura pas le temps de répondre parce qu'on est contraint par le temps. La première, c'est la question de la représentation quand même. Est-ce que quand même la mode de l'horizontalité des réseaux sociaux, etc., n'est pas en train de challenger le mode de représentation actuel? Et puis le libre arbitre. Est-ce que demain finalement, c'est pas une intelligence artificielle qui saura mieux que nous ce qu'il faut voter? Est-ce que demain, on n'aura pas une intelligence artificielle qui nous dira, bah moi là j'ai tout calculé, compte tenu de ton style de vie, ton niveau de revenu, tes paramètres, tes goûts, machin et tout, c'est pour un tel qu'il faut que tu votes? Non, je ne crois pas, ça fait partie de l'utopie. Jamais les Français, j'ai été 30 ans maire et j'ai vu comment les électeurs réagissaient et les citoyens réagissent en France. On n'est pas prêt à se laisser dicter, disons, des directives, surtout dans le domaine des affaires publiques. J'y crois pas une minute. Et la représentation? La question sur la représentation? La représentation, elle restera ce qu'elle est. Il faut surtout faire très attention à ne pas trop s'éloigner, si vous voulez, des territoires et des petites cellules collectives. Ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument... il faut veiller à ce que les Français les plus éloignés des centres de décision restent attachés et restent concernés par les centres de décision qui les engagent, eux. Et en ce moment, on est en train de s'éloigner progressivement, disons, de ces Français des territoires, de la base, qui peuvent se rebeller, en dépit des avancées extraordinaires du système de communication et de l'information. Sur la question de la représentation, moi j'ai l'impression que un enjeu sous-jacent, c'est d'abord d'arriver à... Alors ça va vous paraître paternaliste comme propos, peut-être parce que je suis jeune papa depuis un mois, mais c'est qu'il faut d'abord apprendre aux gens à se former une opinion qui soit conséquente, étayée. En préparant un propos sur les fake news, donc je ne vais plus en parler parce que c'est plus lien avec la question, mais on s'aperçoit à quel point nous sommes des machines inefficaces en termes de prise de décision. Vous avez entendu parler de biais de confirmation. Si on donne à un individu un papier sur le recto indiquant les raisons pour lesquelles être pour la peine de mort et au verso être contre, on interroge l'individu avant pour savoir s'il est pour ou contre sur une échelle de 0 à 10, on lui fait lire ce papier recto verso, après l'avoir lu, on sait avoir soit qu'il est encore plus certain d'être pour s'il était pour, d'être contre s'il était contre. Ça veut dire qu'il a uniquement recueilli comme information ce qui allait dans le sens de sa vision du monde. Donc pour moi, un enjeu de la démocratie, c'est certes d'être exposé à des informations qui sont justes, exactes, mais ou vraisemblables, comme dirait le Conseil de l'État récemment, mais plutôt d'avoir une éducation qui nous permet d'avoir une vision juste, dénuée de ces biais cognitifs, et s'appuyant sur un cerveau que Jacques Fradin, le neuroscientifique, appelle un cerveau adaptatif, c'est-à-dire nuancé, plutôt qu'un cerveau limbique, automatique et lié à une réflexion à courte vue. Voilà, moi j'ai une question, deux questions, j'en ai une seulement pour vous. Régis Debray dit qu'on est passé du texte à l'image et que donc la démocratie c'était lié au texte et que l'image c'est l'émotion et donc ça bousille un peu tout. Qu'est-ce que vous qui êtes spécialiste, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je pense que c'est vrai. Et en même temps, je pense que pour donner une note d'optimisme, on a une grande capacité de contradiction. Il se trouve, mais je ne donnerai pas les résultats du travail qu'on fait, mais on fait au sein de l'Institut Montaigne autour de Bruno Patino une étude sur les fake news et sur la conversation médiatique en essayant de regarder si ce qui s'est passé aux États-Unis peut se passer en France. Et on a regardé deux choses très intéressantes. C'est évidemment Tolbiac
et l'affaire Mamoudou Gassama, et de voir comment, à partir d'une vidéo, tout à coup, la thèse conspirationniste est arrivée, avec André Berkoff la poussant, en plus terriblement. Elle a été retombée très très vite en France, beaucoup plus vite, c'est-à-dire qu'il y a eu 200 000 vues tout de suite sur la vidéo, mais dès qu'il y a eu des avis contraires et une parole d'expert avec une mesure, finalement, c'est retombé. Donc je suis plus optimiste que je ne l'étais sur ce sujet-là, notamment grâce à notre esprit critique et quand même au fact-checking. Je voudrais juste peut-être dire une toute petite chose par rapport à votre risque de sécession des élites, et notamment des libertariens, pour vous dire qu'il vient de se créer un projet qui s'appelle Blue Frontiers, qui est la construction d'îlots en Polynésie, qui soient en dehors des frontières, pour toute la bande des Peter Thiel, Zuckerberg, Elon Musk, etc., où évidemment ils ne paieraient plus d'impôts, puisque d'ailleurs Peter Thiel pense que la démocratie et la liberté ne sont plus compatibles, et donc ce serait un monde complètement hostile qui devrait voir le jour en 2020, donc c'est quand même assez bientôt. C'est un petit... Je voudrais dire quelque chose très vite sur l'intelligence artificielle, parce qu'on en parle tout le temps en tant que presque, comment on dit ça, anthropomorphisé, mais il ne faut pas que l'on anthropomorphise, parce que quand même l'humanité, un être humain, a une intelligence qui est vraiment discrète, qui appartient à l'humanité. L'intelligence artificielle, c'est une intelligence totalement différente. De ce qu'on a besoin, je crois, et là, l'Europe peut faire une chose énorme, c'est un débat sur les éthiques et comment dirais-je, établir une éthique pour cette intelligence, pour qu'on puisse vivre ensemble, en coopération, en augmentation pour notre intelligence humaine. Voilà, c'est Damasio qui dit que notre intelligence humaine, elle est profondément liée à la vie et que c'est faux de ne voir le cerveau que comme une reproduction d'une machine.